Merci beaucoup pour cette invitation. J'aimerais remercier Immigration Santé de m'avoir fait confiance pour m'inviter à pouvoir exposer sur cette thématique assez importante. Et aujourd'hui, vu le temps limité, j'aimerais commencer mon intervention par la conclusion. Ensuite, je vais... Ensuite, je vais acheminer, mais dans le sens contraire, pour survoler l'introduction et terminer par le développement. Si ça vous arrange, vous pouvez acclamer. Bon, vous avez 30 minutes quand même. Oui, c'est pour ça que j'ai commencé par la conclusion. Alors, c'est quoi DDK Ministries Foundation? DDK Ministries Foundation est une fondation qui s'occupe de veuves, des orphelins et des femmes victimes de viols et de violences à l'est de la République démocratique du Congo, où le viol est utilisé comme arme de guerre. Et ce qui est encore dramatique, c'est qu'ils violent même des bébés. C'est inacceptable. Et aujourd'hui, nous avons comptabilisé près de 12 millions de morts, sachant que le Rwanda, notre voisin, n'a que 6 millions d'habitants. Donc aujourd'hui, dans les 30 dernières années, la RDC a connu 12 millions de morts. C'est inacceptable. Et nous avons 1 500 000 déplacés, qui sont des déplacés internes. Et aussi, nous avons de femmes qui sont non seulement victimes de viols, mais qui sont restées avec des grossesses et ne connaissant pas le père parce qu'elles ont été violées par 50 personnes. Alors, ces personnes, ces femmes, moi, je les appelle de mortes vivantes. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qui cause ces violences à l'est de la République démocratique du Congo? C'est le coltan. Le coltan, c'est cette matière qui vous permet à vous tous d'avoir votre smartphone. Et avec les coltans, c'est ce qui permet à ce que vos ordinateurs, vos téléphones, les véhicules électriques, que les batteries ne puissent pas chauffer. Donc les coltans, c'est cette matière qui permet à Microsoft et aussi à la nouvelle technologie de pouvoir tenir avec Tesla. Donc ce qui fait que l'insécurité est récurrente à l'est de la République démocratique du Congo. Et qu'est-ce qu'ils font? Voilà, c'est ça les zones de conflit. Dans ces zones de conflit, vous allez voir que nous sommes à la frontière avec le Rwanda, l'Ouganda et le Burundi, qui sont pratiquement armés et envahissent les territoires voisins qui est la RDC, le Nord et le Sud Kivu. Et pour information, notre fondation est basée au Nord Kivu et la fondation de Dr Denis Mukwege, pour ceux qui le connaissent, lui, il est au Sud Kivu. Donc, lui, il est au sud et moi, je suis au nord. Nous faisons le même travail. Et lorsque nous avons des cas de viol aggravés où après le viol, il y a les mutilations, parce qu'il y a des faits où, après avoir violé les femmes, on les mutile avec des engins dans leur clitoris, on détruit leur vagin. Et oui, on détruit leur vagin. On m'a défendu de vous emmener des photos pour ne pas vous heurter. Et c'est à ce moment-là que nous prenons ces personnes, nous les envoyons auprès du docteur Denis Mukwege, lui qui répare les femmes. Et après les avoir réparées, il nous les restitue pour que nous puissions les accompagner dans les actions pratiques que nous organisons. Alors, comment ça se passe? Les rebelles traversent, vous avez vu, les lacs Kivu, les lacs Édouard et Ouvira. Quand ils traversent, on n'a pas de frontière au fait. Là où il y a les lacs, il y a des lacs. Et là où il n'y a pas de lacs, il n'y a pas de frontière. C'est-à-dire que vous sortez, juste en face, c'est le Rwanda. Juste en face, c'est l'Ouganda. Et juste en face, c'est le Burundi. C'est-à-dire quand ils rentrent, ils viennent dans ces villages-là, ils tuent tout ce qui est mal. C'est-à-dire que vous êtes avec votre mari, avec vos garçons, vos 3 garçons, de 18, 12 et 5 ans. Ils viennent, ils égorgent votre mari devant vous. Et ils vous imposent de regarder comment ils égorgent devant vous. De 2, ils commencent à égorger votre premier fils, Jean. Ils égorgent votre deuxième fils de 12 ans, Guélor. Et ils égorgent votre dernier fils, devant vous.
et votre dernier fils vous regarde dans les yeux en coulant les larmes pour dire « Maman, tu m'avais promis que tu allais me protéger. » Et sans force, tu regardes comment on est en train de pouvoir égorger ton fils. Pourquoi ces choses? Pour créer cette psychose dans votre tête, parce qu'après avoir décimé toute votre famille, on vous viole par 50 personnes, et après vous avoir violé, on vous mutile. Et quand on vous mutile, soit on vous coupe le bras, soit on vous coupe la jambe, et comme si cela n'était pas suffisant, on brûle votre maison. Et après on vous chasse du village. Pourquoi? C'est pour qu'ils puissent rester et récupérer le sous-sol de votre maison, le sous-sol de votre terre, où ils peuvent exploiter les coltans. Et quand ils exploitent ces coltans, maintenant, il s'avère que ces guerres, ces insécurités laissent derrière des veuves, des orphelins et des femmes victimes de viol. Et il faudrait que quelqu'un s'en occupe. Voilà pourquoi nous nous en occupons. Voilà le travail de DDK Ministry Foundation. Alors aujourd'hui, nous sommes en train de parler le sujet que je veux aborder aujourd'hui, c'est « Mettons fin aux violences faites aux femmes ». Aujourd'hui. Pourquoi aujourd'hui? Déjà, en réalité, j'aurais dû écrire hier. Pourquoi? Parce qu'à l'est de la République démocratique du Congo, une femme est violée chaque 2 minutes. Donc, allez-y vous-même, calculez combien de femmes ont été violées depuis que j'ai été là ce matin jusqu'à ce moment-ci. Donc, vous aurez besoin de vos doigts de main et de pieds pour compter. Donc, voilà pourquoi j'ai dit, mettons fin aux violences faites aux femmes aujourd'hui. Ça aurait dû être hier pour que ça finisse. Voilà pourquoi j'ai dit, agissons maintenant. Comment nous devons agir? Nous devons nous mobiliser afin que nous puissions combattre tous ces stéréotypes et de pouvoir mobiliser de fonds et aussi réfléchir comment mettre fin à ces violences et à ces guerres. Raison pour laquelle, slide prochain s'il vous plaît, la Fondation veut être un trait d'union entre les responsabilités civiles, le pouvoir public et l'entraide humanitaire par la communauté internationale pour la paix avant de penser à investir en faveur de la femme. Aujourd'hui, nous avons plusieurs catégories de violences. Nous avons des violences, je vais parler des 4 catégories de violences aujourd'hui. Nous avons des violences psychologiques. Je crois que c'est les slides 16, s'il vous plaît. 16. C'est moi votre assistante. Ah, c'est vous. Non, c'est pas grave. Je me suis proposé, il n'y a pas de problème. D'accord, ok. Pas de souci. Une bénévole. Ok. Alors. La 16. Ok. Là, nous sommes à la 16. Mm-hmm. On revient un peu plus haut. Revenez. Oui, non, celui qui est le précédent. Voilà. Alors, je vais vous parler des 4 types de violences. Nous avons des violences psychologiques. Ce sont des violences insidieuses, permanentes, qui causent des dégâts émotionnels importants, diminuent l'estime de soi et peuvent plonger la victime en état dépressif, voire suicidaire. Ça, ce sont des violences qui sont causées par des personnes qu'on appelle habituellement des pervers narcissiques. Ils veulent vous faire croire que c'est toujours vous les problèmes. C'est toujours vous qui avez tort. Et que c'est vous les responsables de tout ce qui arrive. Eh bien, j'aimerais vous dire aujourd'hui que vous n'êtes pas responsable. Et lorsque ça vous arrive aujourd'hui, dites-lui à cet homme, à cette personne, à cet agresseur, qui se regarde dans le miroir, qu'il voit lui-même le vrai responsable de ces violences qui est en train d'être orchestrées dans cette maison-là. Et ils aiment toujours rabaisser les autres. Ils vous diminuent et vous perdez votre estime de soi. C'est ça la première catégorie des violences. La deuxième catégorie, ce sont des violences verbales. Ce sont celles qui sont utilisées par l'agresseur pour contrôler, déstabiliser, humilier et détruire sa conjointe. Le mot exprime des reproches critiques, humiliations, menaces envers la femme ou les enfants. Quel que soit le ton utilisé, l'agresseur cherche toujours à effrayer, mettre mal à l'aise sa victime, avec des cris, des tons brusques. Silence! Des insultes, des interruptions quand l'autre s'exprime et des reproches, il reproche à l'autre de parler.
Je ne sais pas si vous avez déjà vécu ça. Peut-être que vous ne le saviez pas, mais c'est ce qu'on appelle justement des violences verbales. On ne peut pas vous empêcher de pouvoir vous exprimer. On ne peut pas vous empêcher de pouvoir exprimer votre pensée. Et lorsque vous êtes face à ce genre de catégories de personnes, eh bien, juste vous sachez que vous êtes devant un pervers narcissique. Et il y a aussi un cas pour ces cas de personnes. Les troisièmes cas de violence, ce sont les violences physiques. Ce sont les plus repérables car elles peuvent laisser des traces visibles. Elles correspondent à toute action qui met en danger l'intégrité physique ou la santé corporelle de la victime. Où vous avez des bleus, où vous avez des mains cassées, et vous avez des courbatures, vous avez les doigts cassés, vous n'avez plus la force de pouvoir aller travailler. Et aujourd'hui, les violences physiques sont les plus connues. Parce que c'est visible, parce que quand même un enfant va à l'école, on voit qu'il a un bleu sur son visage. On voit qu'elle a du mal à pouvoir utiliser sa main pour écrire. Elle a du mal à marcher. Et ce sont de violences aujourd'hui qui doivent être réprimées et nous devons corriger ce genre de violences dans notre société. Et la quatrième type de violence, ce sont les violences que j'appelle les violences silencieuses. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Cette expression est aujourd'hui connue de tous, mais très peu en connaissent le véritable contour. Pour la plupart, il ne s'agit que des sévices corporels et maltraitances physiques. Mais la violence faite aux femmes va au-delà. L'article 2 de la loi du 2011-26 du 9 janvier 2012 de la République du Bénin définit les violences faites aux femmes comme toute violence à l'égard de femmes, à l'égard de filles, toute violence dirigée à l'égard du sexe féminin, causant ou pouvant causer aux femmes ou aux filles un préjudice de souffrance physique, sexuelle ou psychologique, y compris la menace de tels actes, la contrainte ou la privation arbitraire de... On peut monter, s'il vous plaît? Non, on va continuer. Sur la même page. On peut monter. Bon, je vais continuer sans les slides. Alors, ces violences silencieuses, ce sont des violences que nous observons au sein des familles, par exemple, où on a des enfants qui ont été abusés par leur propre père. Comment accuser son propre père? L'enfant souffre en silence. Et même que quand la mère est au courant, elle demande à l'enfant de ne pas exposer son père, parce que c'est la honte familiale. Comment faire quand on est abusé par son propre frère? Est-ce qu'on doit l'accuser? Est-ce qu'on doit dire aux autres que voilà ce que mon frère m'a fait? Ce sont des gens qui meurent en silence. Ce sont des gens qui sont en train de souffrir en eux-mêmes. Comment faire lorsque nous avons notre oncle, proche parent, qui nous a abusés? Ce sont des violences silencieuses. Des choses qui se passent que dans votre cœur. Et même que la famille, n'est-ce pas, il conspire pour vous imposer de ne pas parler, pour la préservation de l'unité et de la dignité familiale. Nous avons aussi au niveau de la religion, des églises, où c'est ton pasteur qui t'agresse. Et il te dit, si tu oses parler, tu iras en enfer. Vous avez peur d'aller en enfer. Vous avez peur d'être maudite. Vous avez peur que vous puissiez être violenté ou encore agressé par des sorciers, des marabouts, des esprits impurs. Et vous êtes seul au monde. Vous ne pouvez pas en parler, mais vous en souffrez. Vous vous sentez humilié, vous vous sentez sali. Vous êtes sale. Quand vous vous regardez, vous n'avez plus d'estime en soi. Vous vous sentez sale. Comment vous pouvez faire? Il y a aussi au milieu du travail, votre patron abuse de vous. Mais vous avez besoin de ce travail. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous avez besoin de ce travail pour manger. Vous avez besoin de ce travail pour payer votre loyer. Vous avez besoin de ce travail pour envoyer à vos parents, pour nourrir votre petite fille, que vous adorez tant. Aujourd'hui, le travail est devenu compliqué, difficile. Et je plains les gens qui ont travaillé hier avec la neige. Mais bon courage à vous. Il n'existe pas. Et vous ne pouvez pas parler parce que vous avez besoin de ce travail. Voilà les types de violences silencieuses.
qui sont des violences meurtrières, qui emmènent au suicide, aux dépravations et qui emmènent à la rétractation. Vous n'avez plus d'estime de soi. Vous n'avez plus de personnalité. Vous vous voyez sale. Vous ne savez même plus vous regarder dans le miroir. Et c'est là aussi apporte ce qu'on appelle les RPS, les risques psychosociaux. Ou dans le travail, vous êtes abusé. Ou dans le travail, vous êtes harcelé. Ou dans le travail, vous êtes humilié. On ne reconnaît pas vos travail. On ne reconnaît pas les efforts que vous faites. On vous donne beaucoup de travail. Vous sortez les derniers dans la société. Mais c'est toujours sur vous qu'on gronde. Et ça donne la dépression. Et ça amène parfois au suicide. Et qu'est-ce que ça amène dans la société? Ça amène qu'il y a beaucoup de congés, il y a beaucoup de maladies, et il n'y a pas beaucoup de rentabilité parce que les gens n'arrivent plus à donner le meilleur d'eux-mêmes. Parce qu'on ne reconnaît pas leur qualité, on ne reconnaît pas leur travail. C'est les risques psychosociaux. Et aujourd'hui, nous voulons, avec notre fondation à l'est de la République démocratique du Congo, quand je dis ces femmes, après avoir été violées, avant on a d'abord décapité son mari, égorgé son mari, son premier fils, son dernier fils. On la mutile, on la viole par 50 personnes. Et puis elle se retrouve enceinte. Elle se dit, mais qu'est-ce que je veux faire avec cette grossesse? Mais je vais vous dire pourquoi elle ne se donne pas la mort. Parce que nous, en tant qu'Africains, nous n'avons pas la culture du suicide. Nous respectons un Dieu suprême. Nous respectons un ancien. Nous respectons un vieux du village. Nous respectons des dogmes. Nous savons que nous donner la mort, c'est prohibé. C'est pas bon. Donc tu ne peux pas te donner la mort, mais tu n'as plus goût à la vie. Donc c'est pourquoi je les appelle des mortes vivantes. Ce sont des cadavres ambulants qui circulent dans la rue. Et quand nous les recevons, nous le voyons dans la rue, à même le sol, en train de saigner, avec les mains coupées, les jambes coupées. Elles rompent par terre. On a brûlé sa maison. On a brûlé son village pour exploiter les sols et les sous-sols. Et c'est comme ça que nous récupérons ces femmes. Et après les avoir récupérées, nous commençons un programme d'accompagnement. Et qu'est-ce que nous faisons comme accompagnement de ces femmes? Nous les prenons, nous les envoyons pour ceux qui sont dégradés à la 3e au 4e degré chez les docteurs Denis Mukwege pour les opérer. Et après, nous les récupérons pour leur apporter un programme de réinsertion sociale. Nous devons d'abord, la première prise en charge, c'est la prise en charge psychologique. Déjà lui montrer qu'en fait, la vie, ce n'est pas fini, ce n'est pas encore fini. Tu peux encore te relever. Tu peux encore tourner cette page. Tu peux encore réussir. Tu peux encore arriver à créer quelque chose. On lui montre qu'elle elle vaut encore quelque chose. Elle a encore de l'expérience. Elle peut encore produire quelque chose de meilleur en elle. On n'a pas tout pris. On lui a laissé la vie. Et la vie, elle est précieuse. La vie, elle est belle. La vie, elle est sacrée. Et avec la vie, on peut produire. Et après cela, quand on a fait la prise en charge psychologique, maintenant nous mettons en place un programme d'accompagnement. Et dans ces programmes d'accompagnement, nous avons réparti ces veuves en 5 catégories. Nous faisons aussi des orphelins, mais aujourd'hui nous parlons de violences faites aux femmes, donc je vais me limiter juste aux veuves, qui sont des femmes. Nous les avons répartis en 5 catégories. La première catégorie seront des veuves qui ont 5 ou plusieurs enfants en charge. Ce sont des personnes qui ne peuvent pas se déplacer, qui ne peuvent pas bouger, qui ne peuvent pas faire beaucoup d'activités avec nous. Et avec ces veuves, qu'est-ce que nous apportons comme soutien? Nous leur apportons des capitaux sous forme de marchandises pour qu'elles commencent à entreprendre des commerces. Des ballons de friperie par exemple, des ballons d'habits, des sacs à main, des chaussures, et on lui donne pour qu'elle puisse, comme un capital avec lequel elle peut l'utiliser pour commencer à vendre peut-être devant chez elle, comme en Afrique, il n'y a pas de réglementation de commerce. Une personne peut se lever le matin et commence à vendre devant chez lui. C'est autorisé en Afrique. Et nous apportons ces capitaux à ces femmes pour qu'elles puissent se prendre en charge et prendre en charge le seul membre de famille qui ont survécu. Parce qu'il y a des gens, quand on sonne l'alarme et que les rebelles arrivent, tout le mal fuit dans la forêt. Et ceux qui arrivent à retrouver leurs enfants, eh bien, elles reconstituent leur famille et il faudra qu'elles puissent s'en occuper
après la mort de leur papa, par exemple. Voilà pourquoi nous apportons cette première catégorie. Et deuxième catégorie, ce sont des veuves qui ont 4 enfants en charge. Et la troisième catégorie, ce sont les veuves qui ont 3 enfants en charge. Et la quatrième catégorie sont des veuves qui ont 2 enfants en charge. Et les cinquième catégorie sont des veuves qui ont 1 enfant ou sans enfant, c'est quand même une veuve. Et de première à la troisième catégorie, nous apportons les financements sous forme de capitaux. Et la première et la deuxième catégorie, nous apportons des formations. Comme elle a 1 enfant, sans enfant ou 2 enfants, elle peut se déplacer et nous gardons les enfants et on leur donne des formations de métier, la coupe-couture, et la boulangerie, la restauration, les arts plastiques pour certains et surtout l'agriculture. Parce que l'agriculture est cet organe qui permet à ce que nous puissions créer le plus de travail et donner les plus-values à ces femmes. Et elles peuvent être autonomes. Et avec ça, qu'est-ce que nous faisons quand nous avons fini, par exemple, par rapport à la coupe et couture? Les femmes qui ont suivi les formations de la coupe et couture, au bout de la formation, nous leur offrons une machine à coudre pour qu'elles puissent commencer à coudre et à se prendre en charge et à s'occuper de leurs 2 enfants, de leurs enfants ou sans enfants, mais qu'elles commencent à se prendre en charge. Raison pour laquelle nous avons aussi besoin de votre soutien pour venir en aide à ces populations vulnérables. Et aujourd'hui, nous lançons cet appel pour que nous puissions les aider à pouvoir sortir de ces précarités. Parce que c'est inacceptable ce qu'ils sont en train de faire. J'aurais dû être avec ma coordonnatrice internationale, Madame Sylvie Etienne, qui est experte en transition écologique, RSE, et qui devait parler de la corrélation entre environnement, insécurité et pauvreté. Et elle a été avec le froid qu'il y a eu hier, elle a chopé une grippe et elle n'a pas pu se lever aujourd'hui. Elle vous présente ses excuses. Mais la corrélation entre l'environnement et l'insécurité et la pauvreté fait qu'aujourd'hui, c'est les dérèglements climatiques qui causent aujourd'hui la plupart des insécurités dans le monde. Demain, il y aura la guerre sur l'eau. On va se battre sur l'eau demain. Et après, ce sera la terre. Donc, ce sont les dérèglements climatiques qui amènent les guerres et les guerres amènent la pauvreté. Et c'est par rapport à ça qu'elle allait aussi vous parler de la collaboration que nous faisons dans son domaine écologique où nous sommes en train de pouvoir former nos veuves. Dans les cas de formation, je voulais plus qu'elles-mêmes en parlent, on leur donne les formations qu'elles deviennent des ingénieurs solaires. C'est-à-dire que elle a une bourse avec son partenaire indien, Barefoot College, c'est une université en Inde, Barefoot College, qui donne de bourses à des personnes vulnérables comme le nôtre, des bourses de 30 à 50 femmes, pour qu'elles puissent aller en Inde, tout frais compris, qu'elles puissent étudier là-bas pendant 3 mois, qu'on leur apprenne à devenir des ingénieurs solaires. Elles vont apprendre à fabriquer des lampes solaires, des réchauds solaires, des plaques solaires, et aussi de savoir comment les entretenir, faire la maintenance de ces plaques, pour que quand elles vont retourner chez elles, qu'elles puissent devenir des ingénieurs solaires et qu'elles ne puissent plus utiliser les énergies renouvelables, les énergies fossiles, mais qu'elles puissent utiliser les énergies renouvelables pour la préservation de notre planète. J'ai dit et je vous remercie. Bien, merci, Dr David, pour ce témoignage poignant. Je pense que, effectivement, l'urgence pour mettre fin à ces actions et à ces crimes qui touchent des milliers de personnes ne peuvent pas nous laisser insensibles. Donc, je vais, comme tout à l'heure, donc on va avoir 10 minutes d'échange, des questions. Donc, qui souhaite intervenir? Juste après les questions. J'ai été brillant ce point. Ben, écoutez, je me demande si on va pas... Il y a une demande pour une pause. Je pense que le moment était assez intense. Et on a une dame qui nous a demandé pour faire une pause. Donc, ce que je vous propose,
s'il y a des questions ou des interventions, et on prendra 5 minutes de pause. J'ai une question sinon. Donc, quelle question? Vous qui ici, aujourd'hui, il y a que 3, 4 hommes, à votre avis, c'est la même chose la représentation pour la lutte contre la violence aux femmes? Ailleurs aussi, c'est le même intérêt des hommes. Pourquoi ils ne s'engagent pas? Je ne sais pas pourquoi ici, il n'y a pas suffisamment d'hommes. Mais je pense que aussi c'est pour travailler avec la violence contre les femmes. C'est plutôt les femmes. Mais c'est un peu... Voilà, on voit les différences d'intérêt des hommes. Et je ne sais pas si ailleurs aussi c'est comme ça. Parce que vous avez dit comment on peut s'engager. Mais là, il semble que les hommes ne sont pas du tout intéressés. C'est ce que je vois, selon l'échantillon qu'on a ici. Ouais. Merci pour la question. Déjà, la première chose, c'est que déjà dans notre planète, nous sommes à 8 milliards d'habitants. Et dans les 8 milliards d'habitants, il y a 5 milliards de femmes. Donc, déjà, ça, c'est la première des choses. Donc, les hommes ne sont pas trop nombreux sur la planète. Et c'est la raison pour laquelle c'est toujours plus les femmes que nous voyons se mettre au devant de ces genres d'actions. Et deuxièmement, oui, c'est vrai, le constat est réel. C'est vrai, même dans la salle, je vois qu'il y a beaucoup plus de dames que d'hommes. Et merci à tous les hommes qui sont là aujourd'hui. Merci. Ouais, on va gagner, frère. Oui, et merci d'être là, les hommes, parce qu'il y en a de plus en plus au fil des années. Hein. Exact. Donc, je crois que cette question intéresse aussi les hommes, parce que c'est vrai, les hommes sont nés de femmes. Les hommes ont été éduqués par des femmes. Les hommes ont grandi avec des femmes. Et les hommes sont nourris par des femmes. Et les hommes se marient avec des femmes. Et les hommes font des enfants aux femmes. Les hommes, au fait, en réalité, ils ne laissent jamais les femmes. Mais il s'avère qu'il y a un moment où il faudrait que les responsabilités soient définies. Pourquoi? Parce que c'est là où le problème se pose. C'est lorsque les hommes ne se comprennent pas avec les femmes, où on essaie de voir les problèmes par rapport à l'autorité, par rapport à la gestion du foyer, par rapport aux compétences des uns et des autres, qui fait qu'après, il y a soit intercation, soit incompréhension, soit violence, et qui amène aux violences, et qui fait qu'aujourd'hui, les hommes sont plus aujourd'hui stigmatisés comme des pervers narcissiques, mais il y a aussi beaucoup de cas de femmes qui sont aussi pervers narcissiques. J'ai dit. Ok, merci. Bien, écoutez, s'il n'y a pas de questions, donc nous prenons 5 minutes. Je précise bien 5 minutes parce qu'en général, ce genre de pause, donc, parce qu'on a